En Guinée-Bissau, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Dans un pays abonné au coup d'État, une certaine inquiétude du lendemain habitera les électeurs qui iront voter pour le prochain président. En Algérie, à 3 semaines de la présidentielle du 12 décembre, les manifestants continuent de rejeter le scrutin dans les conditions actuelles. Une manifestation a encore eu lieu ce jeudi soir à Alger. En Afrique du Sud, les travailleurs menacés de licenciement se sont rassemblés devant les portes de l'aciérie d'ArcelorMittal à Saldanha. Ils exigent que l'usine reste opérationnelle après l'annonce de sa fermeture. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur SICA. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les caravanes tapageuses qui scandent les noms des candidats à travers la Guinée-Bissau ces jours-ci pourraient donner une fausse impression dans un pays abonné au coup d'État. Une certaine inquiétude du lendemain habitera forcément les électeurs qui iront voter pour le prochain président dimanche. Tous les Bissau-Guinéens interrogés avant le premier tour du scrutin de dimanche ne redoutent pas un énième coup de force. Ils sont préoccupés des conditions de vie quand plus d'un tiers de la population vit avec moins $1 par jour. Ils sont soucieux de travail, de santé, d'éducation. Mais la stabilité est un enjeu majeur. Sans elle, les 1,8 million d'habitants peuvent faire une croix sur les réformes nécessaires pour espérer guérir des maux comme une pauvreté extrême, une corruption répandue et l'emprise alarmante du trafic de drogue. De la stabilité, l'ancienne colonie portugaise n'en a guère connue depuis l'indépendance de 1974. 4 coups d'État, une kyrielle de tentatives de putsch et de chute de gouvernement ont agité son histoire récente. La crise en cours au sommet du pouvoir a fait douter jusqu'au bout de la tenue de la présidentielle. Des posters géants des 12 candidats s'affichent, eux, bel et bien dans les rues parcourues en trombe par des voitures et des motos ornées de drapeaux. Les favoris de l'élection sont des acteurs des crises des dernières années, à commencer par le sortant José Mario Vaz et son premier ministre Domingos Simeos Pereira, chef de l'historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, formation dominante au Parlement. Les deux promettent de respecter le résultat des urnes. Les États ouest africains, médiateurs historiques en Guinée-Bissau et d'autres ont dépêché leurs observateurs. Près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes de 7h à 17h. Les premières tendances sont attendues en début de semaine. La date du 29 décembre a été retenue pour un second tour, hautement probable. Et puis à 3 semaines de la présidentielle du 12 décembre prochain en Algérie, les manifestants continuent de rejeter le scrutin dans les conditions actuelles. En plus des marches qui ont lieu tous les mardis et tous les vendredis. Depuis plusieurs mois, une manifestation a eu lieu ce jeudi soir à Alger. Plus de précisions à travers ces images. Quelques centaines d'Algériens sont descendus ce jeudi soir dans la rue à Alger pour refuser la tenue de la présidentielle du 12 décembre prochain. Ceci malgré les arrestations la veille lors d'une manifestation similaire et l'inculpation de 29 manifestants. Environ 300 personnes scandaient « On aura la liberté, on ne fera pas marche arrière » pour dénoncer l'organisation de ce scrutin par un régime dont le mouvement inédit de contestation né en février exige le démantèlement total après avoir obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président depuis 20 ans. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Depuis le début de la campagne électorale dimanche dernier, les réunions des candidats pourtant placés sous forte protection policière sont régulièrement perturbées par des manifestants qui dénoncent un scrutin visant à pérenniser le système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. À Tiaré, 25 personnes qui tentaient de perturber ce jeudi une réunion électorale de Ali Benflis ont été arrêtées selon l'agence de presse officielle. Elles ont toutes été relâchées depuis, selon le Comité national de libération des détenus. Toujours ce jeudi, Amnesty a dénoncé un climat de répression et de restriction aux libertés d'expression dans lequel se déroule la campagne électorale. 7 miliciens Maïmaï rués, tués, du moins en République démocratique du Congo. L'armée congolaise, qui a fait cette annonce ce jeudi, a indiqué que les intéressés avaient attaqué ses positions dans 2 villages.
L'assaut contre les miliciens Maïmaï Ngumino a eu lieu dans une zone en proie à des conflits interethniques de l'Est de la République démocratique du Congo. 7 parmi eux sont tombés sous les balles de l'armée congolaise. En effet, un groupe de miliciens a attaqué le 19 novembre les positions des forces armées de la RDC dans des villages à plus de 50 km au nord de Minembwe, dans le territoire de Fizi. Une information confirmée par le porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu. Le terme générique Maïmaï désigne des miliciens constitués sur une base communautaire et dont les actions vont de la défense des intérêts communautaires à la grande criminalité. Depuis mai, Minembwe est le théâtre de violences entre des membres de la communauté locale rwandophone, éleveurs, et ceux des communautés Bafulero, Babembe, Banyendou, cultivateurs. Les différents fonciers liés à la gestion des pâturages et des champs sont à l'origine de ces violences. En octobre, 90 incidents ayant entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes ont été recensés par la mission de l'ONU en RDC. Le Bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme a mis en garde tous les protagonistes du conflit à Minembwe, rappelant que l'incitation à la haine est un crime qui peut donner lieu à des poursuites au niveau national ou international. Encore des tueries dans le nord du Burkina Faso. 3 soldats burkinabés sont morts ce jeudi matin au cours de 2 attaques quasi simultanées. C'était dans les localités de Kelbo et Namis Sigima. Des assaillants ont emporté des motocyclettes et un pick-up après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels. Tôt ce jeudi matin, des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Kelbo dans le nord du Burkina Faso. 2 soldats ont été tués au cours de cette attaque, selon une source sécuritaire. Quasiment au même moment, un autre groupe armé a attaqué le détachement de Namisigima, toujours dans le nord du Burkina Faso, où un autre soldat a été également tué. Des motocyclettes et un pick-up ont été volés par les assaillants après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels. Une opération de ratissage menée par les soldats appartenant aux forces de sécurisation du Nord était toujours en cours cet après-midi de jeudi. Au total, les attaques attribuées aux groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait près de 700 morts au Burkina Faso depuis 2015 et environ 500 000 déplacés internes et réfugiés, selon l'ONU. En ce mois de novembre, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir tué 50 djihadistes lors de plusieurs opérations. Pour tenter de faire face à ces attaques récurrentes, le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré a appelé début novembre à la mobilisation générale contre le terrorisme et a annoncé le recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace. Je l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, des travailleurs menacés de licenciement se sont rassemblés devant les portes de l'aciérie d'ArcelorMittal à Saldanha, une petite communauté située à 175 km de Cape Town. Ils exigent que l'usine reste opérationnelle. Après l'annonce de sa fermeture, la clôture de cette usine entraînerait d'importantes pertes d'emplois dans cette petite ville de la côte ouest qui dépend fortement des travaux fournis par l'usine. Suivons un extrait de propos. Si Saldanha Steel ferme ses portes, cela aura une répercussion négative sur notre entreprise. Nous devrons réduire nos effectifs de 100 personnes, ce qui aura un effet important sur les petites entreprises, les écoles, toutes les activités de la communauté sur la côte ouest. Cela m'affectera beaucoup. Je devrais rester à la maison et qui me soutiendra? Sinon, je devrais dire que je souffre d'hypertension artérielle et le gouvernement me versera une allocation. L'Afrique du Sud et Saldanha perdront les capacités dont l'Afrique du Sud avait désespérément besoin pour faire progresser notre programme d'industrialisation en Afrique du Sud. On ne peut pas perdre cette usine, elle ne peut pas être fermée. Nous ne l'accepterons pas. En fait, nous rejetons la fermeture de Saldanha Steel. Nous rejetons les compressions budgétaires et nous disons qu'il faut venir dialoguer. Il est important pour moi de me présenter publiquement et d'appuyer, comme vous le savez, l'idée d'arrêter la fermeture de Saldanha Steel. Cela aura un effet dévastateur sur nos familles. Cela va accroître la pauvreté. Cela va augmenter la dépendance à la drogue et nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre.
We cannot afford that. L'Union européenne est préoccupée par la situation politique au Zimbabwe. Elle a estimé que l'état de droit s'est dégradé dans le pays, avec notamment l'arrestation d'activistes politiques. Les nombreuses arrestations au Zimbabwe inquiètent les représentants de l'Union européenne en déplacement dans le pays. Dans un document préparé pour ces diplomates en prélude au pourparlers de Harare entre autorités zimbabwéennes et ses représentants, l'Union européenne a souligné que les arrestations et enlèvements de plusieurs hommes politiques constituent de sérieuses entraves à la démocratie au Zimbabwe. L'institution s'inquiète également de la lenteur des réformes politiques à Harare, surtout la conformité de certaines lois avec la Constitution adoptée en 2013. L'Union européenne avait retiré son aide budgétaire au pays en 2002 suite aux sanctions imposées au gouvernement du défunt Robert Mugabe, qu'elle accusait de violences politiques, de violation des droits de l'homme et de fraude électorale. Les discussions de cette semaine entre l'Union européenne et les autorités zimbabwéennes sont considérées comme un pas important vers une reprise des aides financières de l'UE pour le pays. Julie Moyo, ministre des Affaires étrangères par intérim, a déclaré que les discussions qui portent sur toutes les questions difficiles sont soutenues par le président Emmerson Mnangagwa. Déjà le mois dernier, le chef zimbabwéen avait décrit les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis contre son pays comme un cancer. La prostitution des femmes et des enfants fait des ravages en Thaïlande. Une situation qu'a déplorée ce jeudi le pape François lors d'une messe devant quelques 60 000 fidèles. Les images. La communauté catholique de Thaïlande, très confidentielle, n'avait pas vu de pape sur ces terres depuis Jean-Paul II en 1984. En début de sa visite, devant les autorités politiques et civiles du pays, Georges Bergoglio avait déjà appelé à protéger la dignité des enfants. Des dizaines de milliers d'enfants sont notamment exploités via webcam, tout particulièrement aux Philippines, mais aussi en Indonésie, au Cambodge et en Thaïlande. Le pays compterait plusieurs centaines de milliers de prostituées hommes et femmes, une pratique extrêmement répandue mais officiellement illégale. Je pense en particulier à ces enfants et à ces femmes exposés à la prostitution, à la traite, défigurés dans leur dignité la plus authentique, à ces jeunes esclaves de la drogue et de l'insignifiance qui finit par obscurcir leur regard et par brûler leurs rêves. Je pense aux migrants privés de leur foyer et de leur famille, ainsi qu'à tant d'autres qui, comme eux, peuvent se sentir abandonnés, orphelins, oubliés. Ils font partie de notre famille. Ils sont nos mères et nos frères. Ne privons pas nos communautés de leur visage, de leurs blessures, de leur sourire et de leur vie. Et ne privons pas leurs blessures de l'onction miséricordieuse de l'amour de Dieu. De la unción misericordiosa del amor de Dios. L'Asie du Sud-Est compte encore de nombreux cas d'exploitation sexuelle des plus jeunes. Les catholiques ont afflué de nombreux pays voisins pour assister à la messe. Le pape François reste jusqu'à samedi en Thaïlande, puis il s'envolera vers le Japon, une deuxième étape beaucoup plus politique, puisqu'il se rendra à Nagasaki et Hiroshima. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de rester fidèles à nos programmes. À suivre dans quelques instants un autre point de l'actualité.